La question, c'est genre, c'est quoi actually que tu as besoin pour builder une team pour faire genre de AI engineering ou commencer à jouer avec des LLM, right? Okay. C'est quoi le skill set de personnes que tu vas aller chercher pour faire ça? Une des raisons, c'est que c'est très flou comme space, c'est très, très early. Donc, tu veux quelqu'un qui est capable d'être dans un environnement qui est flou, d'être highly motivated par lui-même. La réalité, c'est qu'on n'a pas nécessairement un bon modèle de CEO qui a le plus de business value. Ça te prend du monde qui pense. Genre. Ça, c'est la technologie. C'est comment que tu crées de la value avec ça. On hit le road et samedi soir, notre lunch j'en bats les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les en un coup, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up folks, c'est François Montinado, bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres, pas game de vous abonner ou nous laisser un review, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspace.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 240 startups là-dessus. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpace. Allez sur saaspace.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com. Le prochain événement SaaSpace aura lieu à Québec jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets dispo sur Eventbrite. C'est dispo aussi sur notre bannière sur le website, en show notes, etc. Si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, donc réservez les vôtres rapidement. Alright, petit update Grip, l'agence pour SaaS, l'agence de SEO pour SaaS qu'on a lancée. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients, mettons, pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un Padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. hello@gripgrowth.co. Pour la job du mois, ça se passe en novembre. Ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On murmure aussi à l'oreille que Missive sont à la recherche d'une personne en Customer Success. Nous, on a utilisé Missive chez Snipcart, on l'utilise dans Grip, dans SaaSpace, c'est de la bombe comme produit puis comme poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver une entrevue vidéo sur la culture de l'entreprise et la nature du poste. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Spotlight, partenaire pour novembre. Le premier service qu'on met en highlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre les meilleures décisions de produits et de commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vraiment vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales tout en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saaspace.com/partenaire avec un S/baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec, il y a un contact form directement sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est aussi venu sur le pod comme invité, épisode 41, écoutez ça. Le deuxième partenaire en Spotlight pour novembre, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000 $ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est une occasion en or d'adresser les flows et les process qui sont suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, le programme PECAN donne accès à un 100 000 $ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital super intéressant pour faire passer votre business au next level.
L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser des processus d'affaires comme leur comptabilité, finances, gestion client, marketing, vente, opérations internes. Pour plus de détails, checkez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est disponible dans les show notes ou sur saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N. Et aussi sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre son histoire et sa vision, il est aussi venu sur le pod comme invité, épisode 50. Écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon pote Maxime Laboissonnière, AI Engineer chez Pleo, une plateforme de gestion des dépenses corporatives. On discute principalement de son parcours carrière comme dev. Dans le fond, il est passé d'une startup bootstrap, Snipcart, à un stage dans une startup financée early stage qui était BudPress, pour finir comme dev dans une plus grosse scale-up qui est plus late stage, Pleo. On va couvrir aussi des points comme travailler à distance de l'Asie, étudier à l'Uni ou pas pour le chemin un peu de data science et AI engineering, évoluer dans un environnement bootstrap versus funded, prédire ou du moins tenter de prédire l'avenir du AI et des trends en tech. Ah, puis Max donne aussi une de mes réponses préférées à ma question « As-tu changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? » Alright, on passe au show. Let's go! Maxime Laboissonnière, bienvenue sur Ça se passe. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va, man. Je suis content de t'avoir sur le pod. Écoute, comme tous mes autres guests, je demande toujours, te rappelles-tu comment on s'est connus? Je pense que moi, je te connaissais un peu avant, parce qu'on est allé on était à la même école secondaire. Je pense que j'avais même lu ton blog de poésie dans le temps. Ah, mais là, j'étais pas au secondaire quand j'écrivais ça. C'est vrai? Ouais. Non, c'était à l'université. Fait que moi, je Je me savais. serais fait ben trop cœuré aussi. Fait que j'avais. Mais formellement, plus la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que j'avais appliqué pour un stage chez Snipcart. Chez Snipcart? En fait, c'était Spectrum, en fait, que j'avais appliqué. Exact. Ouais, exactement. Ah. Puis c'était Charles qui m'avait passé en entrevue avec Georges. Ouais. Puis je connaissais Spectrum parce que j'avais pitché une idée de start-up à Georges, comme. Ouais. Honnêtement, je sais plus c'était quelle année. Là, ça fait C'était-tu le truc de League of Legends? Non, c'était pas ça. Non, ça, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé, mais je suis surpris que tu travailles là-dessus. Ah oui. C'était sur planification d'horaire pour comme gestion de personnel, comme dans des business comme des boutiques ou des trucs comme ça. Fait que t'avais pitché cette startup-là à Georges comme à froid, t'étais venu, tu savais que lui il était dans les bureaux pas loin d'ici, en fait. Là, à Charlebourg? Exact, ouais. Puis on avait fait des recherches en ligne. Si je me souviens, là, on avait deux, c'était Spectrum, puis l'autre boîte de service qui a été achetée par Spectrum, finalement, qui s'appelait... oui, je me rappelle plus du nom. Oui, Québec, Gab, Nick, exact, tout, venaient de là. Ouais. Ok. Puis on avait trouvé ça, puis j'étais avec un de mes amis, puis on avait contacté Georges, puis on avait décidé de pitcher comme cette idée. Puis finalement, qu'on avait une rencontre, t'allais à ces bureaux-là, j'avais vu les vieux bureaux, puis finalement, ouais, c'est ça, on a arrêté. Fait que t'as pitché une idée de start-up à Georges de Spectrum. Ouais. À l'époque. Ensuite, t'as appliqué pour un stage chez Spectrum, Snipcart. Là, mais entre les deux, on parle d'un genre de 3 ans peut-être. C'est parce que j'avais... ouais, c'est ça. Fait que nous deux, la première fois qu'on s'est vus, c'est on s'est croisés méga rapidement dans les nouveaux bureaux de Spectrum en ville, en Saint-Roch. Puis là, le monde m'a dit « Ah ouais, lui, c'est Maxime, il applique pour un stage chez Snipcart. » Puis ils ont dit « C'est Maxime Laboissonnière. » Puis là, j'ai dit « Oh, Chris, c'est le petit frère d'Olivier Laboissonnière. » Exact. Avec qui je suis allé au Mont-Saint-Sacrement. Exact, ouais. Puis là, j'étais genre salué en 30 secondes. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on s'est... Ça avait l'air à dormir sur des beanie bags, il me semble, plus qu'autre chose. C'est souvent ça que je faisais. Le SEO, ça prend du temps, hein. Faut que tu lui donnes du temps, man. Faut que tu dormes là-dessus. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un party d'université de je sais plus quoi après. Puis à l'époque où je buvais encore, puis j'étais un peu plus sur le party, je me rappelle, je suis débarqué d'un taxi, mais j'avais pas mes lunettes. Puis toi, t'étais à ce party-là dehors. T'attendais pour rentrer ou whatever.
full smart parce qu'on venait de se croiser il y a quelques jours, genre, même pas. Ouais. T'étais comme, hey, what's up, Frank? Puis moi, j'étais. T'es sorti du taxi, je pense, t'as marché vers moi. J'ai dit, hey, salut Frank. Tu t'es arrêté, man. Tu m'as regardé de haut en bas, puis t'as dit, t'es qui, toi? Quel trou de cul. Ouais. C'est le début d'une longue amitié. Ouais. Mais en fait, puis là, j'ai comme flashé que c'était toi. Ouais. Je me suis excusé à profusion. Mais bon, whatever. C'est là qu'on s'est connus. Ouais. Après ça, t'as fait ton stage chez Snipcart, t'es resté chez Snipcart. En fait, ouais, exact. Tu sais, juste pour donner le quick recap. Dans Ouais, le fond, vas-y, sur man. moi, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, quand on retourne à l'histoire de je parlais à Georges pour pitcher cette startup-là, moi, j'étais bien confus quand j'étais plus jeune, encore aujourd'hui. Puis j'avais vraiment pas ce que je voulais faire. Puis en fait, j'ai arrêté d'aller. Je faisais une technique en informatique. Puis j'ai arrêté de faire ça. J'ai changé. Même, j'ai fait une session en design industriel. Ouais. J'étais complètement pourri. Ouais. Fait que finalement, j'ai arrêté l'école même pendant un bout. Puis en revenant, j'avais fait OK, je vais retourner en informatique. Puis là, c'est là que j'avais fait, que j'avais appliqué chez Spectrum. Puis éventuellement, Snipcart était comme dans les débuts. Ouais. Puis finalement, j'ai été comme choisi pour Snipcart. Puis j'imagine qu'on va parler plus. Ben en fait, ouais. ça a été quoi? Parce que t'es resté un bout là, chez Snipcart, mais ça a été quoi tes gros milestones, mettons, académiques puis professionnels qui t'ont amené à où ce que t'es aujourd'hui? Fait que mettons, c'est une technique informatique, là, première chose que j'avais faite, qui était probablement 90% de taux d'absentéisme ou quelque chose comme ça. J'étais bien gros dans les jeux vidéo encore à cette époque-là. Je jouais à Counter-Strike. Fait que je pense pas que j'ai aimé l'informatique jusqu'à temps d'être chez Snip. OK. Fait que moi, j'aimais pas particulièrement ça. J'avais genre une facilité, puis comme je voulais pas arrêter l'école nécessairement. Fait que j'étais retourné faire ma technique, puis après, en fait, j'ai jamais fini avant de retourner à l'école. J'ai travaillé chez Snip, puis j'avais arrêté ma technique finalement. Parce que je me rappelle. Puis finalement, je suis resté avec Snip. Puis après ça, bon, je suis resté j'ai en tête 2 ans et demi. Puis j'ai décidé de quitter Snip après. Puis ton grand désarroi. Exact. Puis finalement, après, je suis retourné en genre de maths, initialement en maths pur. Que j'ai fait, puis transitionné vers maths info après ça. Fait qu'avec un cursus qui est comme l'équivalent de maths stat machine learning. C'était un genre de cursus de machine learning, fait que beaucoup de statistiques, beaucoup de maths pur, puis un peu d'informatique aussi. T'as fait ça où? C'était à l'UDEM, ouais. À Montréal. Exact, ouais. Next big step, ça a été quoi après le bac en maths info? Ouais. J'ai comme toujours, je savais que je voulais retourner en SAS, mettons. Là. Puis tu sais, j'avais goûté un peu à ça, puis j'aimais vraiment ça. C'est là que je suis tombé plus en amour pas nécessairement l'informatique à ce moment-là, mais comme plus les startups, puis les produits. Mais en même temps, j'aimais vraiment, vraiment le côté mathématique. Puis j'avais fait un stage pendant ce temps-là à une startup de Québec aussi qui s'appelait BotPress, qui était un petit peu en genre de NLP puis chatbot. Ça, c'est il y a déjà 4 ans peut-être. Ouais, c'est pas... Ouais, peut-être plus même. Puis à ce moment-là, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait ce stage-là, j'ai fini mon bac. Puis après, ça faisait longtemps que je voulais m'en aller en Europe. Puis j'ai appliqué chez un SaaS qui s'appelle Pleo. Qui est dans le domaine du expense management. Yes. Puis finalement, j'ai eu cet emploi-là. Puis je suis déménagé, ça fait maintenant probablement 2 ans jour pour jour. 1er octobre, il y a 2 ans. Puis ton titre aujourd'hui chez Pleo? Fait que ça s'enligne vers du quote-unquote AI engineer. Okay. Fait que juste pour donner un genre de background, puis juste à l'intérieur de Pleo, j'ai été en 2 ans dans comme 4 équipes, je pense. OK, parce que t'étais pas assez bon. Exact, ouais. Comment on fait pour se débarrasser de ce gars-là? Mais j'ai commencé dans une team de billing. OK. C'est un des trucs, en fait, c'est que, tu sais, tout ça, je disais que j'aimais vraiment ça le produit. Ouais.
dans mon cheminement, mettons, chez Pléo, j'ai été vraiment loin du produit. C'est un des trucs qui me manque, admettons. Là. Ouais. Puis j'ai fait probablement 6 mois dans cette espèce de team-là de billing. Puis pour des raisons X, on a comme splitté la team en deux avec un genre de nouvelle team qui m'intéressait potentiellement moins. En même temps, je commençais à avoir aussi des questions sur... Je suis vraiment curieux. Puis j'avais des questions, je comprenais pas nécessairement tout ce qui était côté infrastructure. Fait que tout ce qui est comme classiquement DevOps, qui est maintenant aussi SRE, fait que Site Reliability Engineering, puis plateforme. Fait que tout ça, des termes qui sont pas nécessairement interchangeables formellement. Il y a des idées derrière, mais comme le gros bucket, c'est genre plus plateforme. Puis ça, c'est plus travailler sur l'infrastructure. Ça, j'ai fait 1 an là-dessus, sur un gigantesque projet qui était comme la refonte de comment on faisait du delivery de software. C'était pendant environ 1 an. Puis là, après ça, j'ai changé. Puis on a créé une nouvelle team de AI qui est notre premier. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois à peine. Puis les premiers intérêts, puis l'idée qu'on essaie de faire, c'est de bring du business value avec des LLM. Fait que c'est hyper focus sur LLM en ce moment, avec potentiellement des avenues vers d'autres types de machine learning. Parfait. Fait qu'on va pouvoir creuser là-dedans un peu plus loin dans le pod. Je vais prendre un step back puis te ramener au moment où tu as quitté Snipcart. Au moment où tu as quitté Snipcart, il y avait des discussions sur la table de te cut in dans l'équité, right? Le fameux pourcent que tu comptais peut-être aller chercher. Maintenant, en voyant l'exit de Snipcart, est-ce que tu regrettes de ne pas être allé chercher ton pourcent? Écoute, mon plan, c'est d'aller rechercher ce pourcent-là avec le bill que je vais foutre après ce podcast-là. Non, ça dépend à quel point t'es sérieux, mettons, à propos de cette question-là ou pas. Autant que tu veux, tu sais, c'était... Mettons, au-delà du cash, t'aurais-tu aimé ça vivre la ride, genre, d'acquisition? Ouais, je pense que c'est intéressant. Ça a vraiment été intéressant. L'autre truc, je suis vraiment content d'avoir fait ce que j'ai fait en maths. Oui. Fait que, tu sais, même ça m'a coûté potentiellement plus cher que je pensais pour mon bac. Mais non, je regrette vraiment pas. Puis je pense que, dans une certaine mesure, tu sais, j'ai pas vécu la ride au sens où j'étais pas impliqué dans les opérations autrement, mais tu sais, j'ai tellement parlé avec toi, j'ai tellement vu de trucs, puis gravité autour de ça, que j'ai quand même retiré un peu de ça. Ouais, je me rappelle t'avoir regardé très proche, probablement trop proche si tu lis les fine prints de mes NDA, mais what you gonna do? Écoute, dude, pendant Snipcart, de genre 2016 à 2017, t'as travaillé quand même pendant quelques mois à partir de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus fun là-bas, puis qu'est-ce qui a été le plus tough? C'est vraiment une bonne question. Le côté fun, je pense que c'est facile à voir, là, au sens où, tu sais, je veux dire, j'avais 22 ans, je pense, à l'époque. Okay. Fait que j'étais comme très jeune comparé aux gens que je voyais. C'était le début, tu sais, il y avait quand même un vraiment gros hype à ce moment-là. Je sais pas si, en fait, t'étais quand même adjacent à ces communautés-là aussi. Puis il y avait un gros vibe de tout le monde allait il y avait beaucoup d'indie hackers qui allaient en Asie du Sud-Est. Ouais. Fait que j'étais arrivé là-bas, puis c'était comme un peu irréel à cet âge-là d'avoir accès à genre ce mode de vie-là. Fait que dans les côtés le fun, c'est sûr que tout ce qui était comme lifestyle, ça coûtait pas cher. T'étais arrivé où? Je suis arrivé au Vietnam avec toi puis Georges. On a passé le nouvel an là-bas. À Hanoï. À Hanoï, ouais. J'ai failli me casser le pied, en fait. C'est vrai? Ouais. Moi, je me suis complètement cassé l'esprit. Puis après, j'ai fait un mois à Penang, en Malaisie. Ouais. Désolé. Puis après 2 mois à Bali, 1 mois à Bangkok. Puis après, j'avais pris du temps off pour aller au Japon avec mon père et mon frère. Ouais. Puis à la base, je veux dire, tu sais, mettons, t'es un jeune professionnel, un jeune dev dans une startup, t'as cette flexibilité-là de travailler d'où ce que tu veux dans le monde. Qu'est-ce qui fait que tu choisis l'Asie, mettons? Qu'est-ce qui t'attirait par rapport à l'Asie? C'est pas moi qui ai choisi la destination. C'est moi. C'est toi. On va le dire. C'est un miroir. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 2 mois en Thaïlande tout seul. Max est venu me rejoindre au Vietnam. On a fait 2 semaines.
Moi, j'ai eu un breakdown, c'est là, tu sais, j'en ai parlé sur mon blog, whatever, là, mais c'est là que je suis revenu au Québec, puis j'étais littéralement abandonné à l'aéroport. Abandonné, c'est un gros mot, là. Non. Mais je me sentais très mal. Là, t'es parti on your own, en Malaisie, Bali, tout le reste après. Mais laisse-moi reformuler. Qu'est-ce que t'as aimé à propos de l'Asie, à part le fait que, genre, t'as un arbitrage du coût de la vie, mettons, puis que c'est moins cher? Genre, l'aventure en général, mettons, c'était un peu raw comme expérience. T'es pas en Europe, c'est comme... Tu sais, je me souviens des moments que... Je sais pas, genre à Penang ou genre d'autres moments plus rock'n'roll à Bangkok ou d'autres que... Tu sais, c'est juste l'aventure. Je pense que j'étais vraiment in love avec ça. Mais tu sais, comme tel, c'est tout le temps tu sais, pour vraiment comme avoir une expérience qui est un petit peu plus comment dire, genre locale, puis tout ça, je pense que ça prend plus de temps. Tu sais, ça semble être beaucoup de temps quand tu travailles à distance. Je dis, OK, genre 4, 5 mois, 6 mois, whatever. La réalité, c'est que tu travailles temps plein. Puis, fait tu sais, ta zone où tu as vraiment le temps de faire des trucs, c'est plus la fin de semaine, dépendamment à quel point tu travailles. Tu sais, j'étais pas nécessairement bon. Tu sais, j'avais dans les côtés plus rough, là, mettons, si on retourne à cette question-là, il y avait... je pense que j'étais jeune, j'étais pas nécessairement mature, là, fait qu'il y avait beaucoup de temps qui était... j'étais pas vraiment efficient de la façon que je travaillais. Fait que je travaillais beaucoup avec pas un rendement qui était nécessairement très élevé. Puis beaucoup de parties, beaucoup de genre... Tu sais, t'es avec du monde qui sont jeunes. Côté time zone, tu l'as-tu senti? Parle-moi de ça. Time difference. Mais tu sais, pour vrai, c'est quasiment si j'étais sur les mêmes time zones que vous, là, parce que je me couchais à genre 4h du matin. Pour vrai, c'était comme... je travaille. Il me semble que je me levais environ à midi. De midi à 1h. J'allais lire pendant peut-être 45 minutes, 1h le matin, ou genre le début d'après-midi. Puis après, souvent, je travaillais de 2h jusqu'à genre, tu sais, dépendamment. Là, genre, je faisais des genres de 10h straight, basically, juste à boire des cafés puis fumer des tops. Fait que dans les trucs qui étaient difficiles, toute cette hygiène-là, je pense que j'étais jeune, je savais pas. C'est overwhelming. T'as genre tellement de liberté. Tu sais pas nécessairement comment gérer ça, puis tu y vas avec le genre de. Ce que je peux dire pour toi, c'est que, tu sais, nous autres, mettons, chez Snip ou même ailleurs, c'est que quand on permettait ou on laissait les gens aller travailler d'où ils voulaient, c'était comme, écoute, on le fait sur une base de confiance que tu vas shipper ce que tu as à shipper. Puis même dans les moments où, mettons, tu avais plein d'expérience ou d'empêchement, disons, tu t'arrangeais tout le temps pour shipper ce que tu avais à shipper. Puis je me rappelle même d'une fois que tu es parti d'un party en scooter dans le milieu de la nuit pour aller pusher du code parce qu'on était là, Chris Max. Puis tu sais, tu ownais ces choses-là. Mais clairement qu'aujourd'hui, tu repartirais... En fait, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu l'as été nomade digital à remote pour Pléo ailleurs, en Afrique du Sud, d'autres pays européens, d'ici, du Canada, puis tu le nails, tu sais, genre. Non, exact. C'est vraiment, vraiment différent. Puis quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais là 3 mois, puis c'était un autre monde. Là, je veux dire, j'allais, c'est à peine si je sortais, tout ça. Fait que il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, quand tu commences à faire ça, surtout à cet âge-là. Ouais, exact. Mais moi, je me souviens d'avoir à revenir d'un party pour choper du code. Ah, c'était drôle, man. Puis, écoute, fait que là, après ça, t'as move off de... C'est ça en 2019 ou 2018 que t'as quitté Snipcart? Honnêtement, j'ai aucune idée. On est 2023, probablement même avant 18. Ouais, probablement 18. Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est que t'as fait un choix qui était comme intéressant pour nous autres parce que d'un point de vue, t'étais comme hey, je lâche l'école pour continuer chez Snipcart au début, right? Ouais, exact. Right? T'as fait genre fuck l'école, moi, genre je veux en apprendre en startup. Puis t'as né, tu sais, je veux dire, t'as été basically notre first dev hire, tu comprends? Puis t'as été un joueur clé pendant 2-3 ans facile. Fait que là, après ça, t'as comme flip de script pis t'as dit « Guys, je lâche Snipcart pour retourner à l'école. » Puis moi, ça m'a toujours... Ben, tu sais, c'est sûr que, bon, ça me fait de la peine parce que je perdais un de nos meilleurs employés puis un de mes meilleurs amis en même temps. Mais, au-delà de ça, la question qui me vient pour le pod, c'est un peu comme ce choix-là d'aller te craquer un sprint universitaire, d'être diplômé en maths info. As-tu l'impression que ça t'a donné des avantages dans ta carrière de dev, que ça t'a ouvert des portes? C'est quoi l'espèce de rendement sur cet investissement académique-là? Il y a deux questions au sens où... OK.
Il y a beaucoup de... C'est une très bonne question. Donc, admettons, il y a un côté qui est software engineering puis maths puis informatique qui est très différent. Explique-moi, mettons. Ouais. Fait en software engineering, c'est beaucoup plus appliqué. Versus computer science ou informatique en général, tu t'en vas vers des notions qui sont un petit peu plus reliées à genre... Les algos. Exactement, genre algorithmique, très formellement, genre, c'est quoi, des machines de Turing, mettons, des trucs comme ça. Puis, c'est des trucs, à part si tu fais, pas nécessairement à part, mais qui est un petit peu plus proche de la recherche, puis vraiment des fondements de l'informatique. Fait que si dans ton mindset, c'est de retourner plus SaaS, retourner plus appliqué, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire qui étaient comme que ça valait pas nécessairement la peine de faire en informatique. Chose que je suis pas nécessairement... Je pense pas que c'est nécessairement vrai, dépendamment du background que tu veux aller. Tu sais, si tu veux faire de la recherche, si tu veux faire genre des trucs hyper poussés, ça te prend un background qui est de ce background-là qui est extrêmement théorique, valuable. Exact. Académique. Ouais. OK. Puis toi, je veux dire, parce que tu avais fait du software engineering, clairement. Ouais. Puis tu avais le pedigree puis le CV pour continuer d'en faire sans retourner à l'université. Exact. Fait que tu pensais-tu bouger plus vers du théorique, du pur informatique? L'autre côté de software engineering, comme ingénierie logicielle, c'est qu'un des trucs que j'entendais dire par d'autres aussi de mes amis, c'est de dire que certains programmes ne valaient pas nécessairement la peine aussi parce que tu avais un gros... pas de délai, mais tu apprenais beaucoup de choses qui étaient un petit peu genre... expiré, exactement. Okay. Tu as des programmes, je pense que si tu veux être des trucs extrêmement orientés, genre pratiques, t'as des programmes, je pense entre autres à l'Université de Sherbrooke, je pense que t'as des programmes où tu fais comme, je pense, 3-4 internships pendant ton bac. Ça peut être super valuable. Ouais, parce que c'est ça que j'ai fait, moi. Ah, OK, ouais. Ça, c'est des trucs, je pense que c'est valuable, mais dans les deux cas, je regardais le côté software engineering, le côté computer science, puis je voyais pas nécessairement la value que je voulais avoir. Jusqu'à temps de voir l'espèce de vibe AI. Puis je me disais, OK, peut-être que ça peut avoir la peine. Ça m'intéressait vraiment. Puis il y avait un côté mettons, plus personnel de moi qui se disait... il y avait vraiment des trucs que je trouvais intéressants en maths que je pense pas que tu peux apprendre nécessairement par toi-même. Ou du moins, peut-être oui, mais c'est très difficile comparé au software engineering. Fait que le point pour retourner comme est-ce que ça a de la value de faire ça, c'est vraiment, vraiment difficile de savoir parce que ça dépend, tu t'enlignes pour aller où. Le côté maths, pour être franc, day-to-day, j'utilise rien qui est pertinent. Par contre, je pense que tu apprends à apprendre vraiment bien, puis tu apprends à travailler sur des niveaux d'abstraction qui sont extrêmement genre formels. Puis ça peut valoir si tu veux être en plus genre AI engineer ou si tu veux faire du ML ou des trucs comme ça. Je pense pas que tu peux faire autrement qu'apprendre genre des bases solides là-dessus. C'est ça. Fait que dans la mesure où tu veux aller sur le marché de l'emploi puis te spécialiser ou travailler dans le AI spécifiquement, il y a des bonnes chances que un diplôme puis ce côté académique-là t'aide, mettons. Ouais. OK. Spécialement si tu veux aller aussi à l'étranger ou quelque chose comme ça, ce qui était mon plan. Avoir un genre de visa sponsorship, ça va vraiment t'ouvrir des portes si c'est un diplôme. C'est un des trucs que j'avais en tête aussi de dire que j'avais ça comme plan. J'ai le goût de te demander aussi, parce que tu as passé à travers des étapes, des compagnies qui sont à des étapes foncièrement différentes, right? Tu as été dev dans un SaaS Bootstrap, qui était Snipcart. Tu as été dev dans un SaaS qui avait une série A, qui était ButtPress. Tu es un engineer, AI engineer dans un SaaS qui est quoi, série C, je pense, Pléo? Ouais, exact. Fait qu'on s'entend, là, le scale de financement puis de compagnie qu'il y a à travers tout ça, c'est vraiment, vraiment différent. Y a-tu, d'une étape à l'autre, y a-tu des contrastes qui t'ont frappé, mettons, dans juste la nature, la réalité différente d'être dev dans ces compagnies-là?
Il y a vraiment, vraiment beaucoup de différences. Je pensais pas qu'il y avait autant Donne-moi de différences. les tops, mettons, genre. Tu sais, quand t'es en... Admettons qu'on commence avec comme Bootstrap versus comme Early, Series A, même un Seed, admettons. Ouais. Puis tu sais, bon, mon expérience est limitée, là, au sens où, tu sais, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Là. J'ai fait différentes business, mais en tant que tel, le seul business Bootstrap que j'ai fait, mettons, c'était avec Snip. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait, quand je compare avec Snip, il y avait un genre de... Tu sais, on shippait, mais il y avait un pace moins... peut-être moins... comment dire... un peu moins l'espèce de hustle pour genre aller chercher... moins de pression peut-être dans la vélocité. Ouais, je pense que c'est une meilleure façon de dire. Ouais. Exact, sur une pression de dire, OK, t'es pas... t'es bootstrap, puis on était, je veux dire, profitable. On était déjà, genre, au moment où j'ai eu une embauche. Ouais. Fait que je pense que l'espèce de pression de dire, on doit répondre à des investisseurs, puis on doit deliver sur un certain growth. On doit la deliver croissance. Sur... Exact. Fait que c'est pas de dire que c'était genre comme easy ride, puis tout le temps relax. Mais je pense que ça change. Dépendamment, je pense que des business, mais je pense que tu as un petit peu plus de... C'était plus smooth. Ouais, exact. L'expérience que toi, tu as eue en bootstrapping chez Snip versus ton BudPress. Exact. Puis c'est juste un alignement d'incentive, puis comme une fonction de toutes les pressions, puis les parties concernées, les tierces parties qui sont dans l'aventure de OK, là, il y a des millions là-dedans, il y a des gros clients à aller chercher, il y a des parts de marché à aller chercher. Fait que au niveau, mettons, de la vélocité, puis un petit peu de la pression sur shipper du code qui va aider à montrer de la growth, mettons. Y a-tu d'autres trucs? Souvent, en dehors même du côté technique, je pense que des fois, t'as un genre de... t'as des goals juste en termes de scaler la business d'un point de vue, mettons, juste d'avoir plus de personnes que tu engages, des trucs comme ça. Fait que c'est en dehors juste du technique, mais je pense qu'il y a beaucoup de goals que tu dois aller chercher. Puis... Est-ce que, parce que justement, idéalement, une compagnie qui est financée avec du capital de risque va vivre ce qu'on peut appeler une hypercroissance, ou une croissance rapide, disons juste. Une croissance rapide implique souvent beaucoup de nouveaux joueurs qui rentrent, des nouvelles équipes qui sont créées, etc., etc. C'est-tu un pace de changement qui t'a comme fait chier, laissé neutre, ça? Comme entre Bootstrap et Série A, je pense que c'était très semblable. Fait que ça, j'ai pas vu, c'était pas comme break, next speed, comme... Tandis que Pléo, mettons, j'ai vu ça, où quand je suis rentré, j'étais environ 350e employé. Puis un an plus tard, on était 1000 employés. Jeez, OK, ouais. Fait que ça, c'est comme complètement différent. T'es dans un mindset où quand t'es série A, mettons, seed ou whatever, bootstrap, t'es encore, dans une certaine mesure, dépendamment t'es où, mais tu peux être encore en genre de... avant d'avoir un product market fit. Fait que tu veux aller chercher, je pense, des gens qui ont un petit peu plus un background qui est entrepreneurial, qui sont très... Tu peux vraiment avoir des t'as pas besoin de tenir la main. T'sais. C'est pas du monde qui sont genre hyper spécialisés dans quelque chose, admettons. Fait que t'es capable d'être comme un genre de all... c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ça veut dire que le type de personnes qui rentrent sont généralistes. Exact, ouais. Puis Master of None, c'est ça que j'avais en tête. Ah, OK. Fait que c'est Jack of all trades, Master of None. Exact. Parfois, on mettra ça dans les show notes. Mais oui, c'est une belle observation, je pense. Mais moi, c'est aussi quelque chose qui m'avait intéressé de voir ton parcours, c'est de me dire, Chris, Max l'est entrepreneurial. Je le sais, je le connais, tu sais. Puis on pourra en reparler un peu de ce côté-là, mais toi, d'avoir puis peut-être je le cadre mal, mais d'avoir à fitter dans une case, puis te spécialiser dans quelque chose, c'est quelque chose auquel tu t'es adapté vite, ça t'a-tu fait chier, au contraire, tu sais? Ça m'a quand même pris du temps, au sens où au début, même, mettons, Pléo, je pensais que c'était trop gros, quasiment pour moi. OK. Quand j'ai déménagé, je voulais vraiment aller en Europe, je me disais, OK, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va peut-être potentiellement être trop gros pour moi. OK, intéressant. Finalement, il y a des trucs que j'ai vraiment aimé ça. Entre autres, un des trucs que j'aime, c'est que tu vois du scale
ce que t'as pas nécessairement quand t'es genre série A ou seed. Fait que un des trucs que je pense, c'est Quand tu dis scale, excuse, Ouais. le scaling d'une tech stack, le scaling d'une compagnie, Bonne question. Les deux, mais j'avais en tête vraiment le côté technique. ouais, qui toi te passionne. Ouais. Exact. Fait que ça vient avec des challenges qui sont complètement différents que quand t'as pas beaucoup de scale, puis genre, tu itères vraiment plus vite pour essayer de voir est-ce que ce que tu fais a de la value, Ouais. puis tu peux tourner les coins ronds sur certains trucs, puis c'est pas nécessairement ce que tu es en train d'optimiser, right? Ouais. Sauf que un des trucs, mettons, que je pense, c'est que pour être, mettons, vraiment bon en série A, mettons, je pense qu'il faut que dans une certaine mesure, tu aies vécu série B, série C. Parce que je pense que ça te donne une bonne façon de dire tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis tu peux avoir les genres de bonnes décisions. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te. Parce que là, ça fait plus d'1 an, ça fait 2 ans que tu es chez Pléo, là, puis que tu habites à Copenhague. Ouais. Je sais même pas, l'as-tu dit ça dans le pod? Je sais pas. En tout cas, ton adresse, c'est. Non. Ça fait à peu près 2 ans que tu es chez Pléo. Après ça, avant ça, tu avais fait un bout chez BudPress. Fait que le boot. By the way, c'était un internship, right? C'était un internship chez BudPress. Ouais. Fair. Fait quelques mois. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des choses, des fois, qui te manquent de, justement, la bootstrapped life? Le contexte bootstrapped? Ouais, vraiment, le côté être proche du produit, puis comme avoir une vélocité qui est plus grosse que ce que j'ai en ce moment, mettons. Ouais, t'as dit. Comment qu'elle a... Tu veux dire, il y a moins de checks, il y a moins de gates, il y a moins de layers, fait que tu peux shipper des trucs en production. Je peux pas mal plus vite. OK. Puis t'as beaucoup plus de... J'avais l'impression du moins avoir... j'ai l'impression que tu connais la business au complet. Genre l'espèce de fait d'être vraiment, vraiment avec des gens que tu connais, t'es comme, je sais pas, t'es 10, t'es 20, t'es 30, même tu connais l'entièreté de la business, Ouais. Tandis que nous, c'est comme, je sais pas il y a combien de teams, mais mettons, genre, en fait, on est maintenant 800 environ, quelque chose comme ça. Okay. Puis de plus en plus, t'as besoin d'être un peu plus spécialisé, Mm-hmm. Puis moi, mettons, un des trucs, je me souviens, Snip, mettons, tu vois un problème avec quelque chose, ou tu vois, tu peux vraiment être entrepreneurial puis décider de dire, OK, ben genre... Je règle ça. Exact. Tandis que c'est vraiment plus compliqué quand tu commences à avoir des teams qui sont vraiment plus granulaires, puis ta team maintenant, là, genre des OKR, right? Puis des trucs comme ça. Fait que si moi, je réussis à fixer, mettons, un gros problème, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bon pour ma team non plus. Ouais. C'est bon pour la business, probablement, mais le côté de comment tu peux comme chercher ton épingle puis jouer désolé. Cette game-là. Cette game-là, c'est vraiment différent que quand t'es petit, puis tout le feedback, les gens, ils savent ce que tu fais. Ouais. Tandis que là, il y a un peu une genre de game de comme... C'est d'avoir le feedback, de montrer... Tu vends ce que tu fais aussi. Exact, ouais. Un des trucs qui est vraiment cool, par contre, c'est que, tu sais, ça vient avec du fait que t'es en contact avec genre une grosse communauté, tu sais. T'es même, mettons, juste chez Pléo, Okay. t'as 150 probablement engineers environ, right? Fait que même si tu travailles pas avec des gens directement, c'est vraiment, tu peux... Un des trucs que j'aime vraiment faire, c'est comme, tu peux booker des calls random avec du monde, mettons. Tu dis, OK, ça, c'est de l'accès. Exact. Ouais. Fait que de ça, c'est un des trucs que j'aime le plus, d'être dans cette... Ouais. Excuse-moi, faut que je... Pas de stress. Fait que ouais, t'es chez Pléo, puis justement, ces gens-là sont à portée de main, alors que chez Snipcart, veux pas, oui, t'avais de la latitude, puis il y a plein d'affaires, sauf que Chris, genre, t'es toujours avec les mêmes 3 personnes, 3, 4, 5, 6 personnes, puis avoir accès à du monde qui peuvent te tirer par le haut, qui ont des expériences vraiment violemment différentes de la tienne, ou genre, c'est pas là, ça, tu sais. Exact. Puis là, mais tu dis que t'en profites de ça. Parce que sûrement, il y a plein de monde qui font leur spécialisation, puis ils s'en calissent, du reste, tu sais. Mais toi, tu dis que quoi, tu bookes des meetings, tu demandes de l'aide, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, admettons que tu vois, avec le scale que tu as, à un moment donné, tu vas avoir des problèmes qui sont pas nécessairement une solution qu'une team doit trouver une solution, right? Fait que tu vas avoir un gros problème d'engineering. OK.
Puis souvent, ça va prendre, tu vas avoir admettons, tu vas avoir une collaboration de différentes teams qui décident de dire, OK, on a ce problème-là dans plusieurs, mettons, microservices. Ça va être trop technique. Mais fait que tu vas avoir un genre de plus gros problème. Puis essayer de voir qu'est-ce qui... Excuse-moi. Pas de trouble, mon vieux, man. Ça va mal, ma gueule. C'est pas grave d'autre, man. Je suis en train de muer. Exact, c'est ça. Ben, t'as 20... Là, t'as 18. 29. Non, mais... OK. Fait que l'idée, c'est de dire pas... t'es exposé à des problèmes que t'aurais pas nécessairement quand t'étais. Fait que d'essayer de t'impliquer dans ces problèmes-là, puis de voir, OK, de poser des questions, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe. Même si c'est pas toi qui trouves nécessairement la solution, ça a vraiment de la value. C'est riche comme expérience. Tu sais, juste pourquoi j'ai changé, j'étais back-end, puis après, je trouvais ça vraiment intéressant, l'infrastructure. Fait que tu sais, j'ai écrit au genre de tech lead qui était en charge de la team d'infrastructure, puis j'étais comme, ça m'intéresse pour telle raison. Est-ce qu'il y a une potentiel de faire un stage? OK. Fait que, comme le gars était comme, ouais, on a comme tu pourrais venir faire un mois et demi pour travailler sur tel truc. OK. Finalement, après le mois et demi, il était comme, OK, si tu veux rester dans le team, on serait content que tu restes, blablabla. Fait que finalement, j'ai juste changé de team. Fait que quand t'es dans un high growth comme ça, tu as beaucoup d'opportunités. Fait que d'essayer de capture puis de voir où tu pourrais bouger. Est-ce que t'aimes où t'es? C'est des trucs que tu peux vraiment faire. Des moves latéraux ou verticaux dans l'organigramme, entre guillemets. Exact, ouais. Ouais, c'est quand même cool, ça, man. C'est sûr. Moi, je te dirais même que chez Douda, tu sais, mon expérience en SaaS ou mes connaissances en SaaS ont pris vraiment une grosse coche. Parce que justement, j'ai été exposé à des équipes de vente au complet, à des équipes de account executives, du monde qui faisait juste de l'optimisation de conversion, des gros deals, le procurement, plein d'affaires que, man, chez Snip, il n'y avait rien de ça, tu comprends, genre. Puis aujourd'hui, quand je conseille d'autres SaaS, je te dirais que l'année et demie que j'ai passé chez Douda, elle joue, là, je suis capable de faire des référents puis de dire, ben, tu sais, nous, chez Douda, on l'organisait de même, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est très, très, très riche puis valuable d'avoir l'expérience des deux mondes, tu sais. Puis je pense que c'est probablement plus facile de commencer ta carrière dans une compagnie bootstrapped. Ou je sais pas, en fait, c'est une idée. Mais chose certaine, c'est que d'avoir les deux, ça te permet peut-être de prendre une décision pour le futur de ta carrière. C'est où que tu shines, c'est où que tu es vraiment le plus heureux. Puis il y a aussi des choses qu'on n'a même pas parlé, puis c'est tout à ton honneur, mais Chris, les salaires puis les avantages sociaux en compagnie fundée, souvent c'est beaucoup plus élevé qu'en compagnie indépendante. Quoique, tu as des compagnies indépendantes qui génèrent des grosses christines de marge de profit qui gâtent leurs employés, puis c'est correct, mais fait que t'as ça aussi, là. Ouais. Ça coûte cher l'épicerie à Copenhague. L'épicerie elle est pas si pire, mais même tout ce qui est genre... Tu sais, mettons que tu vas prendre un espresso, okay? Genre un classique espresso allongé, ça va genre te coûter 10$ canadiens. Fait que tout ce qui est resto, café, c'est genre pâtisserie. Mais Pléo fournit beaucoup de stock. Fait que un des trucs qui est intéressant, culture là-bas, c'est dans le fond, la majorité des business ont les midis, les lunchs payés. OK. Puis souvent, t'as même des déjeuners. OK. Fait que tout ce qui est genre tout ça, puis on a le gym gratuit aussi. Jesus. Fait que souvent, c'est très lifestyle oriented. Puis ouais. Dirais-tu que... Parce que là, tu as travaillé pour des compagnies canadiennes et maintenant une européenne. Si tu avais à contraster ou highlighter les contrastes entre la culture tech Canada, la culture tech européenne, ça en ferait définitivement partie? Ou? Ouais, exact. Ouais. Y a-t-il d'autres choses, genre? Il y a quand même... J'ai pas... tu sais, je veux dire, sur la seule startup, c'est vraiment au Danemark. Fait que, mettons, la scène en Europe startup, je pense que ça varie beaucoup. Okay. Tu as des pays ou des villes même, là, genre Londres, Berlin, qui sont quand même assez reconnus pour avoir une grosse scène startup. Une grosse scène de rave aussi, Berlin. Ouais. Puis, Paris aussi, je pense qu'il y a quand même quelques raves. quelques startups. Ah, OK. Ouais, mais j'en connais un, là. Une couple. Ouais. Mettons, tu te rappelles de
Le Tola Strappy, là, le CMS. C'est français, ça? Ah, Ouais, ouais, c'est vrai. pareil. J'avais... Zephy, un autre payment processor, Ok. 0 frais pour OSBL. Il y a beaucoup de monde Ouais. à Paris. Anyway. Fait que, Fact. en dehors de ces villes-là, par contre, un des trucs que je me... Comme... les scènes en startup sont assez petites, puis t'as moins l'espèce de... En Amérique du Nord, je dirais que t'as un peu cette espèce de culture de genre Glorification. hustle porn, ou genre des trucs comme ça. OK. Qui est... Grind. Exact, ouais. Ce qui est pas... Je dis pas que c'est nécessairement genre mauvais quand même, mais c'est moins présent, ce que j'ai vu. Du moins, genre à Copenhague, la scène startup, c'est assez petit. OK. Puis tu fais le tour assez vite, tu connais un peu genre qui est là. Puis l'idée de... le monde respecte beaucoup le genre de... Tu fais ton 40 heures. Fait que souvent, Ok. les gens sont vraiment efficient quand ils travaillent, Ouais. mais ils vont punch out aussitôt que tu sais. C'est ça. Ouais. Puis je pense que aussi, tu sais, même l'été, l'hiver, c'est vraiment, vraiment difficile là, à Copenhague. Qu'est-ce qui est difficile? Il n'y a pas de... Il y a juste pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Exact. Ouais. Fait qu'on voit dehors là, en ce moment. Je sais pas si on a... C'est pire sur que... C'est ça, temps plein comme il mouille. Pas de soleil. Fait que Pendant quand combien de temps? Pour vrai, de comme novembre à avril, mettons. Puis là, t'as-tu une luminothérapie, une lampe de Je l'ai luminothérapie? pas fait l'hiver passé, j'étais allé en Afrique du Sud au lieu. Ouais. Mais là, il y a d'autres challenges en Afrique du Sud. Exact, ouais. Mais beaucoup de... tu prends des vitamines genre D. OK. Puis aussi des luminothérapies. Je pense que Parfait. tu verras, c'est ça que je veux On faire. va mettre ça dans les show notes. Ouais, ok. Puis là, mais pour revenir en dehors de cette culture-là, ouais. Fait que souvent les gens, c'est ça, sont assez. Balancé. Ouais, extrêmement. Ouais. Puis ils sont sérieux à propos de ça. Tu sais, c'est pas vraiment cool d'être genre, de vouloir comme. Grinder, puis Ouais. hustler. Exact. Ça, j'étais quand même surpris, parce que c'était quand même un peu mon mindset quand j'ai déménagé. Ouais. Ben nous autres, chez Ça se passe, c'est hustle, grind, sleep, ou don't sleep même, puis repeat. Fait que... C'est le best. Ouais. Non, mais tu sais, tu veux pas... Ouais, anyway, ouais. mais là, toi, t'es un Québécois canadien qui applique pour une grosse scale-up, un gros SaaS scandinave. Comment c'est compliqué de t'établir là-bas? Genre, le processus de Max, maintenant, il travaille là-bas puis il vit là-bas. Est-ce que tu parles de réussir à avoir cette job-là en tant, mettons, que Canadien, puis d'avoir un genre de trouver une job, ou plus au moment où tu déménages, puis de commencer comme espèce de... Intégration Ouais, culturelle. exact. Non, vas-y, logistique pour commencer, genre, tu sais, juste comme le fait que t'es Canadien quand t'appliques, ça joue-tu une fois qu'ils te prennent, y a-tu des visas ou des cossins? Le Comment Canada, ça marche? ouais. Le Canada, je pense que c'est très, très bien vu, en général. Comme worldwide. Ouais. Je pense que Ouais. en dehors de ça aussi, si tu as un bac qui est en informatique, en maths, ou n'importe quoi qui est vu comme un domaine comme... il y a un nom pour ça, comme highly educated ou quelque chose comme ça. Puis c'est un... Toi, t'es highly educated. Je pense que c'est highly educated, mais ce que je veux dire, c'est un market qui est extrêmement compétitif. Ouais. Fait que souvent, t'as des programmes pour comme streamliner puis d'être sur des genres de fast visa. Oui, ben en fait, dude, on a utilisé ça pour faire venir Mark. C'est vrai, ok, ouais, genre exact. highly talented ou tough à trouver, je me rappelle plus les détails. Ouais. OK. Fait que, tu sais... De gros checkmark. Canada, exact. éducation élevée dans un marché comme ça. OK. Puis après ça, une fois que tu es là-bas, honnêtement, le Danemark, c'est comme... Non, mais attends, combien de temps ça a pris avant que tu te rendes là-bas? Ça a-tu été quick, genre? Une fois que t'as fait le processus d'entrevue, peu importe, là, on fera pas le processus d'entrevue de Pléo, mais une fois que t'as passé à travers et t'as eu de la job, ça a été long avant que tu sois au Danemark? Au départ, j'étais supposé de commencer remote, je pense, de Québec, parce que pour comme avoir toutes les genre formels, d'avoir les documents, de signer les visas et tout ça. Puis finalement, j'ai demandé d'y aller en premier, parce que tu peux être comme au Danemark, comme en Europe en général, pour comme 3 mois, 6 mois sans avoir de visa, right? OK, ouais. La seule chose, c'est que je pouvais pas être payé à ce moment-là. Oh, OK. Fait que j'ai été, parce que ça prend, dans les raisons pour avoir un visa, faut que tu aies un compte de banque danois. OK.
Puis ça a été plus long que je pensais, fait que j'habitais à Copenhague sans... J'ai pas eu de salaire pendant 2 mois. Quand même. Tu sais, c'est une ville qui est genre vraiment... qui coûte cher. Mais une fois, tu sais, honnêtement, rentrer là-bas, c'est extrêmement facile. Puis logistique, tu sais, le Danemark, comme ça marche, là. Tout marche. Ah ouais, hein? C'est comme... Tu sais, mettons, je suis malade le soir, comme je peux littéralement juste booker un rendez-vous le lendemain matin avec mon docteur. Comme... Tout marche. Tout est centralisé. Tu as genre un espèce d'application d'identité puis qui s'appelle Myth ID, mettons. OK. Puis tout ce qui est banque, tout ce qui est health insurance, ces trucs-là, tout est Fait streamlined. que tu payes la moitié de ton salaire en taxes, mais genre, les taxes sont bien investies. Exact. Ouais, Super. vraiment, vraiment bien. Super. Est-ce que leurs routes ont beaucoup de cracks? Honnêtement, non, parce que je veux dire, c'est pas froid l'hiver. C'est du genre de 2-3 degrés. Un des gros problèmes, je pense qu'ici, c'est la température. Puis comme Ça, c'est vrai. tu passes entre 40 degrés jusqu'à genre moins 40. Là. Exact. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi. Peut-être d'autres raisons, là, mais genre. Il y a beaucoup de vélos. Ouais, exact. Ouais. Toi, tu fais du welly. Je me suis fait arrêter parce que parce que je faisais du vélo sans mes mains sur le guidon. Parce qu'il faisait trop froid. Puis j'ai comme des problèmes. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai comme des problèmes. Dans ma tête, il fait pas froid là, parce qu'il fait comme 2-3 degrés. OK. Fait que je m'étais dit, tu sais, j'ai pas besoin de m'acheter de gants là-bas. Tu sais. Puis je suis quand même entêté comme personne. Ouais. Fait que j'ai pas acheté de gants. Parce que tu sais, des fois, maintenant, tu te lèves le matin, tu fais du vélo à genre 7h30. Puis comme il fait 0. C'est comme ton vélo, il est genre. Tes mains vont être vraiment froides. Très froid. Fait que je faisais du vélo avec mes mains dans mes poches. Wow. Comme un criminel, en fait. Exact. Mais dude, c'est combien ça coûte, man? Non, mais t'as pas respecté une autre chose. Il y a une autre affaire. J'étais aussi pas sur la piste cyclable. J'étais en milieu de la rue. Fait que t'es un rebelle. T'es Exact. un Che Guevara de la Scandinavie. Moi, c'est ce que je dirais. Exact. Fait que là, sais-tu combien ça coûte? Combien c'est que ça? 200 pièces, man. 200 €? 200 Canadiens. 200 Canadiens. T'as fait la conversion avant le podcast. Ouais. Super. 200 Canadiens, ben écoute, ça t'apprendra, man. Petit chenapan. Mais... Fait que, de façon générale, à part la lumière qui est tough, tu t'y plais au Danemark? Ouais, vraiment. Honnêtement, là, c'est un des trucs qui me rend fou ici. Hein. Genre, ça fait 1 mois maintenant. Je suis venu voir ma famille et mes amis. Ouais. C'est moi, ton ami? Ouais, fait que c'est ça. Ça fait 1 mois que je suis là. Ici, t'as besoin d'un auto pour aller n'importe où. Ouais. C'est insane. Ouais. Mais le Real Pussycat, lui, il y a une voile aussi. Là, ça lui permet quand même de descendre le fleuve vite. Mais ça te fait chier, ça? T'aimes mieux te déplacer en... Ben, j'ai jamais eu d'auto. J'ai jamais acheté d'auto de toute ma vie. C'est vrai, C'est quelque chose qui me rend agressif, conduire des autos. OK. Fait que j'ai pris la décision quand même assez jeune que j'allais jamais conduire d'auto. T'as un permis de conduire? J'ai un permis, ouais. En fait, ça m'a pris, je pense, 5 ans à avoir. Good job. Merci. Sérieux? Puis... Est-ce qu'il chauffe de l'autre bord au Danemark ou pas? Non, exact, c'est à droite aussi. Mais peu importe, c'est comme tout le monde fait du vélo. Tu sais, honnêtement, je connais aucune personne qui possède d'auto. Je connais quelques personnes, mais mettons des personnes de notre âge, c'est très très rare. À moins que tu aies des enfants, puis même là, ils ont des genres de gros vélos avec des genres de grosses boîtes. Pas une boîte, là, mais comme de réceptacle. Ouais, un réceptacle où tu peux t'asseoir dedans. Tu peux genre. Et tu peux transporter des choses là-dedans. Ouais, exact. Fait que tu connais presque personne avec des autos. Exact. Ouais. Donc beaucoup de pauvreté. Pauvreté. Le gars, il écoute rien. Non, mais pour vrai, honnêtement, comme la seule truc qui m'énervait, parce que je pensais déménager dans le sud de l'Europe. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Pour la température. Ouais, la lumière. Puis, tu sais, il y a aussi une culture là, qui est un petit peu hermétique là, au Danemark. Okay. C'est pas si pire à Copenhague parce que t'as beaucoup d'expats, mais ouais. Tu sais, des fois, ça manque de vie un peu. Là. Je veux dire, c'est Copenhague, c'est la plus grosse ville. Puis, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire, mais le monde a leur lifestyle. Puis c'est une vie très relaxe d'aller prendre tes pâtisseries la fin de semaine, d'aller marcher avec tes amis. Tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de plein air, il n'y a aucune montagne. C'est très, très, très flat. Comme, ouais. Fait que, tu sais, des fois, la fin de semaine, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de vie. D'action. Puis, même avec un bon salaire, genre, tu
peux pas aller manger au resto comme 4 fois semaine. Parce que c'est cher. C'est extrêmement cher, ouais, exact. Puis tu sais, souvent le monde dit l'Europe, c'est malade, tu sais, tu peux voyager partout, tu prends genre un avion, ça te coûte 30$, puis t'es genre d'un autre pays. Mais dans le nord de l'Europe, les autres pays de Scandinavie, à quel point c'est accessible? Genre, tu sais, tu vas-tu en Norvège la fin de semaine? Tu comprends ce que je veux dire? J'exagère. Tu peux. J'ai comme voyagé beaucoup plus en dehors de l'Europe, mettons. Genre. Qu'est-ce que tu veux dire? En dehors de l'Europe, t'es allé où? Mars. Mars? Ouais. Tu t'es rendu? Ouais. Marseille. Non. Non, pour vrai, admettons. La première année, je voyageais beaucoup. J'étais genre au Portugal, genre en Italie comme 2 fois, en Allemagne. Fait que, tu sais, admettons, je dis pas beaucoup parce que je connais du monde qui littéralement genre voyage vraiment, vraiment beaucoup, genre une fois ou 2 semaines, mettons. Sauf que il y a des pays qui vont te coûter pas mal plus cher, puis les prix ont augmenté quand même pas mal dans la dernière année. Tu sais, des fois, je pense que si t'es prêt à regarder puis à monitorer les prix, tu peux genre trouver quelque chose de cheap. Mais en général, ouais, c'est pas quelque chose que je fais tant que ça. OK. Puis, dans tes rôles que tu as eus chez Pléo, là, j'ai envie qu'on se rende surtout à celui actuel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour du mot valise un peu qui est AI, Artificial Intelligence. Pas mal, tout le monde devait le savoir, j'avais pas besoin de Non, mais c'est ça, ben moi, tu m'as appris de quoi? Ouais, ok. J'étais pas sûr, pardon. Mais, fait que, écoute, rappelle-moi rapidement, c'était quoi le premier rôle là, de Site Reliability Engineer? Fait que c'était pas mon premier rôle, formellement. Ce que j'ai... Mon premier rôle, c'était comme back-end. Back-end developer. Ouais. Chez Pléo. Exact. Tu faisais quoi? Du back-end. Sick, on va passer à la pause. Non, Les chaises, non, fait que back-end, plus traditionnellement, je sais pas à quel point on va aller les techniques, là. Rapidement, mettons, Okay. genre. Tu sais, t'as front-end qui est UI, admettons, right? UI, UX, tout ça. Exact. Qui font partie du front-end. Bon, après ça, le front-end va parler avec le back-end. Mhm. Puis le back-end, c'est souvent là que, bon, dépendamment, mais t'as beaucoup de... C'est là que tu vas interagir, par exemple, avec une base de données, right? Avec des caches, des choses comme ça. Puis c'est là que tu... Il y a de la logique qui se... Exact. Le genre de domain logic serait plus côté back-end. Puis c'est là que tu fais cette logique-là. Bon, après ça, fait que c'est ça classiquement ce qui est... Mais toi, quel genre de problème tu réglais en back-end dans ton premier rôle? Ouais. Fait que le premier, c'est sur la team de billing. Fait que ce qui était... Parce que quand tu es une business de la grosseur de Pléo, tu billes un paquet de clients. Exact. Il faut que la manière que tu billes les clients, ça soit efficace, qu'il n'y ait pas de bug, que ça marche bien. Exact. Puis ça peut avoir l'air facile, admettons. Tu sais, je me souviens quand on était chez Snipcard, c'était extrêmement facile. Right? Ben, on avait des bugs pareils, mais en tout cas, ouais. C'était simple, disons. Ouais. C'est simple au sens où, tu sais, on avait Stripe, puis on avait... c'était un fixe fee par mois plus un genre de 2%. C'était un fixe fee par mois plus 2% sur les transactions. Ouais. OK, exact. Ouais. Là, après ça, où ça devient, mettons, dans le cas de Pléo, c'est que tu vas avoir beaucoup de variance dans le temps sur, admettons, que ton business model charge le nombre d'employés que tu as dans ta business, right? Ouais. Après ça, tu as une cote sur les transactions que tu fais, right? Okay. Après ça, tu as des changements de plan, overtime. Comment tu gères ça? Puis après ça, tu as juste la question de dire, tu as du scale, puis est-ce que tu charges tout le monde le premier du mois? Est-ce que tu charges, genre, tu sais... Fait que, puis là, après ça, c'est encore juste dans le classique SaaS. Puis après ça, quand t'as des teams de... Service un peu? Non, t'as des teams de vente. T'as de la vente, right? Oui. Fait que ces gens-là, ils veulent closer des deals. Oui. Ces gens-là, ils promettent des choses. Ces gens-là... Ils savent pas ça. Tu vois, ils vont pousser pour dire « Ah, mais tu sais, eux, on a dit ça. » Puis là, après ça, nous, il faut supporter ça. Puis quand t'es en genre de hyper-growth, puis les process sont pas nécessairement bien définis, puis t'as pas nécessairement... Tu perds du contexte, puis t'as personne qui ont canné ces questions-là. Ça, on a certains problèmes qui viennent avec ça. Mais en dehors de ça, t'as aussi le fait que
on changeait tu changes de pricing comme constamment, puis tu fais des tests, puis tu essaies d'optimiser ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de changements. Puis c'était un des premiers microservices dans lequel que je travaillais. Ça veut dire que ça venait avec certaines dettes techniques. Ouais. Qui n'étaient pas... c'était beaucoup plus complexe, mettons, que j'aurais pensé comme au départ. C'était pas nécessairement de la complexité nécessaire dans une certaine mesure, mais on avait un setup qui était questionnable. Au sens où, en fait, je pense que j'ai probablement le droit de dire ça maintenant, mais on utilisait Stripe. Stripe pour, dans le fond, on utilisait Stripe pour les invoices, mais on utilisait puis pour savoir quand on voulait payer les invoices. Mais formellement, on payait pas Stripe. Dans le fond, on ramenait juste, c'était comme juste le trigger, puis l'information de la subscription. Mais comme tel, après, on ramenait ça, puis on prenait ce trigger-là, puis on billait dans notre propre côté. Fait qu'on n'utilisait jamais Stripe pour payer les invoices, mais plus pour les générer, puis savoir quand on a généré un invoice. Intéressant. Puis là, fait que t'as fait un bout là, t'as bougé à Site Reliability Engineering. Ça, genre rapidement, mettons, en 30 secondes, puis après, on va aller sur AI Engineering. Exact. Ce que j'ai travaillé beaucoup, fait que quand tu déploies, mettons, quelque chose en production, right? Ce que tu déploies, il faut que ça roule sur des machines, right? À quelque part. Bon, fait que traditionnellement, mettons, il y a plusieurs façons que tu peux déployer. On utilisait AWS, puis le compute ou l'orchestration, mettons, de compute qu'on utilise, c'est Kubernetes. Fait que ça vient avec une trolley de technologies spécifiques à Kubernetes. Ça vient avec ce qu'on appelle les contrôleurs, des trucs comme ça. Fait que d'une part, c'est de déployer des applications, mais d'une autre part, c'est aussi d'exposer ces applications-là. Fait que exposer, je parle d'un point de vue genre networking, d'avoir avoir un API gateway pour, admettons, externaliser certains services. Puis ça vient avec l'idée d'authentification, rate limiting, puis tous ces trucs. C'est très infra de comment le code exactement, ouais, exact, est déployé puis il roule. Puis quand tu scales aussi, il y a l'idée d'aller plus vers une plateforme, c'est-à-dire que tu veux avoir, tu veux builder des genres de self-service building blocks que les teams eux-mêmes peuvent utiliser sans avoir un DevOps ou quelqu'un SRE dans leur team spécialement. Puis il y a tout le côté aussi observabilité. Fait que, on parle de logging, traces, ces trucs-là que tu veux. Des tools comme Datadog, c'est ça que ça fait. Exact. On l'avait ça chez ça. Ok, c'est bon. Puis là, t'as fait un bout là, mais tu trippais pas à 100 000 à l'heure. T'aimais plus ça que le premier, mettons. Je sais pas, j'ai toujours su que je voulais retourner genre back-end. Je voulais vraiment juste avoir une bonne base en infrastructure. Parce que je pense que... C'était quasiment stratégique comme move. Ouais, j'étais vraiment... c'était très open aussi avec la team. Je veux dire, j'avais dit à mon manager que fort probablement, je resterais pas. Je voulais faire le changement pour apprendre. Tu peux, en date d'un mois, tu n'apprends pas grand-chose, là, au sens où... fait que je voulais faire, un an et demi, que je m'étais dit, dépendamment des opportunités que j'avais. Ça a été vraiment, vraiment beneficial. Puis je pense que aussi à long terme, je pense que c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour quelqu'un en back-end. Spécialement, maintenant, si tu veux retourner genre early stage, d'avoir vu le whole life cycle d'une application. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'était pas je pense que je voulais retourner un back-end à mener. Puis en même temps, il y avait... C'est ça. On a commencé à parler il y a eu genre de ChatGPT moment, que comme tout le monde commençait à dire, OK, wow, ça faisait un gros buzz. Puis la compagnie était comme, OK, on veut avoir une team dédiée pour ça, puis comprendre est-ce qu'il y a des business cases pour créer de la value. Puis... Fait que l'explosion des large language models, qui est beaucoup venue par l'espèce de popularité de ChatGPT qui est strappé par-dessus un GPT model, ça a fait des vagues dans l'industrie. Puis vous avez des managers, décideurs, whatever, qui ont dit yo, est-ce qu'il y a moyen d'exploiter les large language models dans Pleo pour amener plus de valeur à la compagnie, aux clients? Honnêtement, ça vient du board, je pense. Direct. Je pense que tu as directement, t'as du monde. Puis toi, c'est où que tu rentres dans l'histoire? Fait que moi, j'ai entendu des conversations qui parlaient de ça. Right? Parce que tu écoutais souvent les portes
C'était exact. des bureaux. Exact. Ouais. Non, je me souviens plus où j'ai entendu ça, mais j'étais proche, quand j'étais en infrastructure, j'étais quand même proche de la team de data aussi. OK. Parce que ça m'intéressait. Puis tu sais, j'ai un background formellement en genre de data science aussi. Oui. Fait que tu sais, j'ai toujours voulu essayer de mixer ces deux trucs-là, ou trois trucs-là, basically, de back-end, infrastructure, puis data science. Puis j'ai entendu quelqu'un parler de ça. Puis c'était pas ça. Fait que dans le fond, après, j'ai juste arrêté un des directeurs de la compagnie, genre dans le. On était en train de dîner, puis je suis allé m'asseoir avec, puis j'ai juste dit, comme, OK. commence à parler. Puis tu sais, c'est hyper informel, là, au sens où, tu sais, j'étais juste comme, hey, j'ai entendu parler de ça, puis les gens sont vraiment open, puis c'est très. Culture au Danemark, c'est aussi très, genre, horizontal, là, comme. C'était OK. pas un gros big deal de dire, hey, tu sais, juste poker le monde, puis de commencer à parler, ah, vous voulez faire ça, genre, c'est quoi que vous avez en tête, puis tu sais, c'est quoi le budget aussi, est-ce que c'est comme. Ben, t'as pris de l'initiative Exact, de ouais. te mettre out there pour probablement faire partie de ce plan-là. Exact. Ça, c'est hot. Ça, c'est une belle leçon aussi Ouais. pour le monde qui écoute. OK, fait que là, cette personne-là était comme moi, c'est pas un piment, lui, il a de l'air à savoir ce qu'il parle. Fait qu'au départ, la question, c'était genre, comme, c'est quoi les actually que tu as besoin pour builder une team pour faire genre de AI engineering ou commencer à jouer avec des LLM, right? Okay. C'est quoi le skill set de personnes que tu vas aller chercher pour faire ça? Ouais. Une des raisons, c'est que c'est très flou comme space, c'est très, très early. Donc, tu veux quelqu'un qui ressemble à ce qu'on a dit précédemment sur du early stage, right? Tu veux quelqu'un qui est capable de d'être dans un environnement qui est flou, d'être highly motivated par lui-même. Gérer le genre chaos. entrepreneurial, parce que la réalité, c'est que tu sais, même encore en ce moment, je veux dire, on n'a pas nécessairement un bon modèle de CEO qui a le plus de business value. Fait que c'est pas juste genre ton product manager ou genre ton PM qui... Micro, je sais pas c'est quoi que tu fais. Tu fais shaker mon micro. Je suis comme, wow. Fait que t'as pas de product manager qui... En fait, on a un product manager, mais tu sais, ça te prend du monde qui pense, genre, genre, ça, c'est la technologie, puis c'est comment que tu crées de la value avec ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment important, je pense. C'est un des genres de skill sets que je pense qui est comme le plus important. Tu sais, honnêtement, il y a un excellent podcast qui s'appelle Latent Space qui parle, entre autres, de ces trucs-là. Puis, Latent Space. Ouais, exact. Ouais. Il y a aussi Ça se passe. Tu peux continuer. Puis, qu'est-ce que je disais? En fait, c'est que c'est flou. Ouais, faut exact. de l'initiative, quelqu'un qui est prêt à s'éduquer, comprendre la technologie, probablement expliquer les business cases. Genre, check, la tech fait ça, les risques, c'est ça, l'implémenter, ça coûte ça. Ça, c'est quelque chose dont tu m'as parlé. Genre, Chris, faire rouler des modèles de LLMs, requêtes, etc., GPU, ça peut monter vite. Là, ouais, extrêmement vite. Ouais. Tu sais, mettons, puis l'autre côté, c'est aussi que pour rouler de l'inférence en général machine learning, mais aussi spécifiquement sur des LLM, tu vas avoir besoin de GPU. Right? Ouais. Juste déjà là, dans le produit, classiquement, on n'a jamais utilisé de GPU. Fait que là, ça te prend quelqu'un aussi qui est capable de monter cette infrastructure-là. Ouais, fait que c'est principalement, pour l'instant, dans les, je sais pas, peut-être 2 derniers mois, c'est d'avoir un bon setup pour avoir l'infrastructure qui nous permet après de développer des tools qui font ça. Puis effectivement, côté prix, je pense que les prix vont comme diminuer exponentiellement. Je pense que ça va être vraiment rapide avant que tu puisses faire du LLM inference cheap. OK. Mais pour l'instant, pour de vrai, genre, tu peux booter des machines à genre 40$ par heure. Là. OK. Puis comme c'est pas... c'est genre... Ouais, ça moi, je monte paye bien. des humains moins cher que ça, des fois. Mais, joke à part, est-ce que tu as l'impression que vous êtes arrivé à justement un business case avec ton équipe ou est-ce qu'il y a du AI engineering, que vous êtes comme yo, managers, product managers, décideurs, voici ce qu'on va implémenter dans le produit puis la plateforme, puis voici pourquoi ça va bénéficier à vous. Mettons, je dirais non. Fait que OK. Tu sais, mettons que tu parles comme product market fit, right? Ouais. Ou whatever. Tu sais, on est vrai, je pense pas qu'on est genre product market fit. Il y a des gens, il y a des trucs, des projets qui existent déjà third party que tu sais que tu peux avoir de la value, right? Ouais. Fait que c'est generative AI en premier, c'est la génération, right? Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de trucs. Man, mon français est pourri, genre. C'est pas grave, man. Ça se relating, passe, genre, relating à genre marketing, right? Fait que outreach ou genre blog post, tu sais, tous ces trucs-là, ça peut être utilisé pour ça, puis tu sais qu'il y a déjà des use cases. Ouais. Nous, ce qu'on essaie de focuser, c'est, on est une institution financière. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de
de data qu'on a qui est privé puis qui peut pas sortir dans les third party. Right? Ouais. Fait que ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'il y a des use cases avec ce private data-là, mettons que tu peux plus utiliser, pour avoir le plus de value. Fait que ça, c'est essayer de voir. Ouais. En dehors de ça, les trucs qu'on a vu que vraiment la valeur, c'est des trucs un peu plus classiques, summarization de, admettons, tu as un call sales. Ça, c'est un truc. Un des autres trucs que la value early on, c'était pour onboarder du monde en sales dans la compagnie. Ouais. Tu sais, on a honnêtement, 1000 documents PDF de onboarding pour quand tu rentres en sales. Ouais. Puis après ça, tout ça, tu as des nuances à savoir. Est-ce que tu vends dans du SMB ou genre du upmarket? Est-ce que tu es en Allemagne ou tu es genre au Danemark ou tu es au UK? Tout ça, tu as beaucoup de segments. C'est des segments différents, puis il faut que tu aies un onboarding qui est différent. Okay. Puis de provider un genre de chat agent qui est un Q&A sur l'entièreté de comme... Corpus de ce texte. Exact. C'est un des trucs que, genre, avant de switcher de team, j'ai fait ce MVP-là avec deux autres personnes. Puis, honnêtement, j'étais vraiment surpris à quel point ça fonctionnait bien, nice. avec peu de pas de fine-tuning, mais peu de genre essais-erreurs sur trouver les bons prompts qui te permettent de faire ça. Ouais, OK. Fait que ça, c'était un genre des premiers. Long term, ce que j'aimerais vraiment qu'on réussisse à faire, c'est emmener quelque chose dans le produit. Là, c'est vraiment débattable où tu veux rentrer. Exact. Un des trucs qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir du AI sans l'espèce de conversational. Fait que t'as pas de comme tu dois parler à quelqu'un, mais un petit peu plus qu'est-ce qui arrive passivement. C'est-à-dire, nous, on est expense management. Fait que, admettons que tu utilises ta carte. Normalement, il faut que tu dises une catégorie de ton expense, puis aussi générer souvent un message. C'est comme, est-ce que tu peux générer ça automatiquement par le contexte? Si tu fais une transaction dans un McDo un samedi, probablement que tu es en voyage. Ou en dehors de où tu fais tes transactions. Il y a beaucoup d'idées de generative là-dessus pour streamliner ce management-là. C'est hot. Ouais. Fait que tu penses à ça, tu réfléchis à ça, tu builds des MVPs, puis vous travaillez grosso modo sur ça, puis éventuellement, ça va marcher ou pas. Exact, ouais. Puis tu verras la suite. Il y a des grosses questions, en dehors du côté technique, là, il y a aussi tellement de jobs à savoir, à éduquer le monde, qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Fait qu'on essaie de commencer à avoir des liens avec certains product teams où qu'on voit qu'il y a des potentiels. Puis on dit, est-ce que vous voyez comme... Parce que c'est eux qui ont le domain knowledge, genre de OK, eux, ils ont des problèmes. Exact. Puis là, c'est de dire, est-ce que... Parce que, fondamentalement, tu te dis, OK, il y a cette espèce de nouvelle technologie-là. Puis en ce moment, tu fais quelque chose qui est un genre de anti-pattern, qui est de dire, tu choisis de la technologie puis tu essaies de trouver un problème. Right? Habituellement, tu ne veux pas faire ça. Tu as un problème puis après, tu explores. Fait qu'il y a une genre de... Il faut vraiment que tu sois je pense, genre, rusé. Non, mais je cherche un mot du genre prudent. Exact. Comment tu fais ça, puis pourquoi tu le fais, puis toujours te contre-checker contre le hype. De genre, je suis pas juste en train de builder ça parce que c'est cool. C'est très hot, man. Écoute, en 2020, lors d'une marche dans le Vieux-Québec, t'as fait une prédiction, une marche à distance, là, à cause qu'on avait déjà certaines règles là, par rapport à la COVID. T'as fait une prédiction prophétique. T'as dit que d'ici 2 ans, tout le monde allait avoir pogné la COVID. Force est d'admettre que la majorité, 99% du monde que je connais, l'ont pogné. Donc, au début, j'étais terrorisé parce que tu te rappelles que mon anxiété était genre violemment à son apogée à ce moment-là. Puis j'étais comme, ben là, t'es un Nostradamus d'enfer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis ça? Genre, ça n'a pas de bon sens. La façon de te consoler et de diminuer ton anxiété, moi, c'est juste de dire, hey Frank, tu vas l'avoir. Tout le monde va le pogner. C'est correct, Frank. Finalement, t'avais raison dans cette espèce de prophétie-là. Ma question pour toi, c'est est-ce que t'as d'autres prédictions par rapport au AI, par rapport au SaaS, par rapport à n'importe quoi? T'as-tu d'autres hints ou gageurs que tu veux faire sur le futur? Hopefully pas une autre pandémie, mettons. Là. Non. Honnêtement, j'ai vraiment de la misère à... On dirait qu'il y a beaucoup de variance dans ce que je pense en AI. Des fois, tu sais... D'une semaine à l'autre, genre. Ouais. Comme...
j'ai consistamment, mettons, toujours, genre, été très... comment dire ça? Tu sais, qu'on parlait de genre full self-driving car, right? Des trucs comme ça. Ouais. C'est des problèmes où achieve comme 80% du outcome. C'est pas facile, mais c'est habituellement assez rapide. Puis après, tu as un genre de tail comme de temps qui grow exponentially. Puis genre pour arriver à comme 99%, c'est extrêmement long. Puis d'arriver à 99,9%, c'est comme genre vraiment, vraiment long. Fait que le point, c'est qu'en ce moment, ça a l'air il y a déjà des produits que tu vois qui ont genre une utilité extrême, mettons, avec les LLM. Ouais. Je sais pas. Je pense que ça va complètement changer, genre, les business. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Ça a potentiel comme autant software engineering que comme il y a beaucoup de tâches qui vont je pense qu'il y a des jobs qui vont disparaître. Fait que l'idée que le AI va être positif, puis tu sais, un des arguments, c'est de dire les gens qui ont peur que ça crée d'autres jobs, ils disent la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, les gens avaient les mêmes concerns, puis en fait, tu fais juste augmenter les jobs available. Je suis pas persuadé que ça va arriver. OK. Fait qu'il y a, je pense qu'il y a des questions comme vraiment raisonnables à savoir, comme politique, comme comment tu steers ça. C'est aussi la longueur de ces tail ends-là. La longueur de se rendre de 80 à 99, de 99 à 99,9. C'est combien de temps qu'on a, tu sais? Ce qui est fou, c'est que tu es dans un hype en ce moment, fait qu'il y a tellement de ressources qui sont données à ça. Là. Genre, en recherche. Puis tu sais, c'est pas juste, mettons, software, là, genre, regarde Nvidia, mettons, puis genre, tu sais, il va y avoir une grosse vague de hardware, puis tu vas avoir je pense que c'est un autre sujet, là, mais le hardware, ça va prendre une extrêmement grosse place. Je pense que même ça peut devenir un bottleneck à un moment donné, où genre, le compute qu'on a besoin, je suis pas sûr qu'on va pouvoir même genre le créer assez vite. Puis tu sais, à un moment donné, tu vas avoir même un bottleneck qui est potentiellement celui de l'environnement. Ça coûte, ça va être genre l'énergie que tu génères. C'est comme tout ce que tu as besoin pour faire rouler autant de compute. Je pense que ça va être assez insane comme problème. J'ai écouté quelque chose qui disait que actually les prix d'envoyer des trucs dans l'espace diminuent genre exponentiellement aussi. Fait que ça peut make sense de actually créer des data centers dans l'espace. OK. Parce que c'est plus facile de gérer les... pas nécessairement plus facile, mais du moins, ça peut make sense puis de juste beamer le compute back to Earth au lieu d'être sur Terre. Fait que j'ai pas vraiment de gros... Non, mais c'est des ouvertures, mettons, sur ce qui pourrait se passer, comment ça pourrait arriver. Ouais. Tu sais, on en a parlé un peu plus tôt dans le pod, mais t'as un profil qui est très entrepreneur. C'est-à-dire que t'es pas juste... Yo, dis-moi quoi faire, je m'assis, je fais ça, je réfléchis pas plus loin que ça, right? Je l'ai vu chez Snip, je l'ai vu dans ta vie personnelle, j'ai dû devoir bagosser sur 10 MVPs différents, t'avais tout le temps des idées quand on se parlait dans nos vies personnelles. La première question, c'est, penses-tu un jour faire le saut puis lancer ton propre truc? Peut-être. Genre, je sais pas, c'est pas quelque chose qui est... Tu sais, il y a certaines personnes qui ont l'air à être comme... C'est un goal, mettons, c'est comme genre, ok, c'est vraiment ça les drive à vouloir avoir leur truc. Je pense pas que c'est quelque chose qui est comme un goal, genre conscient. Si ça arrive, ça va être par chance, puis that's it. Je pense que je me vois plus comme un genre de early employee qu'un founder. OK. Mais potentiellement, je sais pas. Ouais. Okay. La porte est ouverte. Ouais. Chose certaine, je sais qu'un jour je vais retourner en genre early stage. OK. Ça c'est un goal qui est comme qui est conscient que je veux faire. Nice. Au moins une autre fois, admettons. Ouais. Vive la ride. Ouais. Puis early stage, probablement d'une compagnie qui veut être financée puis avoir de la croissance puis un gros impact. Ça dépend du trade-off que tu fais, là, je veux dire, au sens où pas nécessairement. Je suis pas contre ton bootstrap. Okay. Avec un bon deal, admettons. Ouais. Fait que potentiellement plus d'équité que si tu es en train de raiser. Potentiellement. Ouais. C'est pas bootstrap ou non, je pense pas que j'ai de strong opinion entre les deux. Okay. Mais de retourner proche d'un produit pre-market fit, je pense que j'aimerais ça. Nice. Puis
Sinon, en ce moment, mettons, dans ta job, ton côté entrepreneurial, curieux, initiative, comment tu le nourris? Maintenant, c'est assez facile au sens où, genre, directement dans cette nouvelle équipe-là, c'est très start-up-y comme vibe. Beaucoup de latitude, on sait pas, beaucoup de choses à figure out. En dehors de cette team-là, il y a toujours des comme entrepreneurial projects que tu peux faire, que tu peux décider de dire, OK, comme ça serait mieux, blablabla, tu pitches, puis tu décides de builder quelque chose. Right? Fait que quand j'étais dans la team de SRE, j'ai fait ça sur un genre de petit projet qui était un genre de microservice en Go. Puis j'ai appris comme Go un peu sur le tas pour faire ça avec le genre de comme mon tech lead à ce moment-là. Fait que tu juste travaillé sur ce projet-là, close avec quelqu'un que j'avais pas nécessairement eu autant de contacts proches, juste parce qu'on wingait un peu un projet sur le side, qui était comme pas officiellement part de la roadmap sur cette team-là. Fait que tu peux toujours, si t'as... il y a beaucoup de latitude, là, genre c'est comme c'est toi qui vas faire ce que tu veux faire, kind of. Ouais, mais il faut prendre des pas, il faut faire ces initiatives-là. Mais tu sais, t'as beaucoup, genre, en général, t'as comme vraiment plus de liberté que tu penses. C'est comme juste do it, puis genre, c'est quoi l'expression, là, demande pour... demande la permission après de l'avoir fait. Comme même, ou genre, t'excuser. Puis tu sais, comme, sans faire de la merde, là, mais genre... OK. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough de travailler avec toi? C'est une bonne question. Fait que, ce que j'ai en tête, c'est... je peux vraiment avoir des... Je peux vraiment être... pas obsessif, là, mais genre... Être heads down, puis genre décider de faire comme, OK, ça c'est important, puis genre go heads down, puis pas prendre le temps de comme... Prendre un peu de recul, puis décider de faire ça. Fait que, comme, pourquoi ça peut être difficile de travailler avec moi à cause de ça? C'est que genre, un peu plus keep les gens avec qui je travaille up-to-date sur ce que je fais. Fait que souvent, quand ça va bien, ça va juste vraiment bien parce que tu ships rapidement, puis t'es heads down, fait que tu produis de la value, puis ça va bien. Mais quand ça va mal, admettons, ou genre, pas nécessairement mal, mais tu sais, mettons que t'as un gros problème technique, comme j'ai tendance à pas nécessairement demander de l'aide, puis comme dire juste comme, je vais juste mettre plus de temps. Fait que des fois, c'est vraiment pas nécessairement un bon comportement quand t'es genre dans une plus grosse team, right? Mais t'en es conscient? Ça, j'en suis conscient, exact. Un des trucs, c'est comme demande du feedback constant, genre du monde avec qui tu travailles. Même si c'est un petit projet, c'est un des trucs que j'aime faire, c'est demander. Même du feedback live, genre c'est un truc que j'aimerais recevoir. Ça dépend t'es avec qui, là. Tu sais, mettons, je suis vraiment direct aussi. Tu sais, des gens qui aiment pas ça nécessairement. Fait que tu t'organises pour qu'ils soient renvoyés, ces gens-là. Non, mais tu sais, en général, c'est ça. Je pense que ça serait mostly ça. Tu sais, quand j'étais jeune, parce que tu as travaillé avec moi, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Je pense que, tu sais, ça fait quand même longtemps aussi. Je pense que j'étais un peu plus chaotique quand j'étais jeune aussi. Fait que je me suis amélioré avec ça, mais ça reste, je pense, lié à cette idée-là de genre... peut-être un peu trop heads down. C'est comme, prends le temps, genre, recule. Puis, que ce soit juste, genre, à la fin de la journée. Je fais genre, OK, genre, c'était quoi mes goals? Est-ce que j'ai réussi à faire ça? Est-ce qu'il y a du monde qui ont besoin d'être up-to-date? Puis, exact. Mais ça vient avec la maturité, je pense, d'apprendre à jouer en équipe aussi. Beaucoup. Puis dans Snipcart, t'avais pas nécessairement ce besoin-là, parce que justement, t'avais tellement d'autonomie, beaucoup de confiance aussi. Mais quand on s'en venait plus de monde, ben là, c'était comme, hey Max, sur quoi tu travailles, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais clairement que t'as une belle prise de conscience et évolution là-dessus, vraiment. Y a-tu quelque chose sur lequel t'as changé d'idée au niveau personnel ou professionnel dans les 5 dernières années? Beaucoup de choses. Top 1, 2. Mais je l'ai dit tantôt, genre, de travailler pour une plus grosse business, honnêtement. Qui un des trucs que je pensais pas que je allais faire ça. Je travaille pas de genre pour SAP ou quelque chose comme ça. C'est comme, c'est un scale qui est très, qui est petit, Enterprise. Quote unquote. Non, mais c'est pas Enterprise pour tout, tu sais. C'est scale up. What? SAP, oui. Ah oui, ok, excuse. Je pensais que tu de Pléo. Non, fait que fait que je dirais, ça c'est vraiment professionnel, admettons. Genre, j'étais sûr que, mettons, ça marcherait pas. J'étais comme, je sais pas, j'étais trop wild, admettons, quand même. C'est comme, actually, tu vieillis un peu. Puis c'est comme, il y a certains trucs que je suis comme, c'est de la value. Puis, tu sais, la game de genre politique un peu. Puis c'est comme
j'aime ça aussi dans un certain sens. Ok, intéressant. Pas que j'aime ça. Genre, tu sais, il y a une game que je trouve intéressante dans tout ça. Alors que tu pensais ne pas nécessairement non, trouver exact. ton compte. Ouais. Même en rentrant chez Pléo, genre en allant chez Pléo, tu te disais il y a des bonnes chances que j'aime pas ça. Je me laissais genre 2 ans. Ouais. Ok. Puis Là, ça fait dépasser. Ouais, je l'ai dépassé de 11 jours. Fait que sûrement ma 11 démission, ça va. Non. Ça veut dire que ChatGPT ta lettre de démission. Non, mais je pensais que, je sais pas, un des trucs, pas du moins que, genre, en tant que prémonition, mais je me disais, tu sais, s'il y a quelque chose qui marche pas, là, ça risque d'être à cause du scale. Intéressant. Je m'étais dit, ça va me manquer, je pense, cette espèce de... Y a-tu des équipes distribuées à travers le monde beaucoup chez Pléo ou c'est concentré en Europe? C'est concentré en Europe. Il y a eu beaucoup de early engineers qui venaient de Québec. Ouais. Fait que, tu sais, entre autres, il y a une guerre à savoir qui était actually le premier ingénieur. Là, mais, pas le premier ingénieur, le premier ingénieur. Puis, je pense que c'est un Québécois qui était genre allé faire sa maîtrise là-bas. Okay. Moi, je sais pas c'est qui, mais c'est... Puis, fait que, tu sais, d'emblée, genre, dès le départ, la compagnie était build avec l'ingénierie qui était à Québec. Puis l'ingénierie qui était en Europe. C'est assez intéressant. Ça. En ce moment, tu as beaucoup moins d'ingénieurs à Québec. En fait, tu n'en as plus à Québec, tu en as, je pense, comme 4-5 potentiellement à Montréal. OK. Le reste, l'engineering est soit distribué en Europe, fait comme à travers l'Europe en général, genre remote. Puis encore un genre de petit cluster à Copenhague. Je dirais environ. La majorité du monde, je pense que maintenant sont remote. OK. Ouais. Nice. C'est un Christy de beau parcours, man, que tu as eu, puis ça a été un honneur d'en partager un gros chapitre avec toi, puis de te voir aller aujourd'hui, c'est vraiment hot. Est-ce qu'il y a du monde ou des... Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier par rapport au succès de ce parcours-là, à part moi? Non, mais remercier, mettons... Ou qui ont eu un impact. Je sais pas non, mais tu sais, je pense que tu sais, la team en général de Snip, là, genre, tu sais, c'est... Frank... Georges, surtout Frank. Charles Ouellet, non, mais Charles, Georges, Johnny, Swagger, Johnny Swagger, Jean-Sébastien. Ouais. Ça, je veux dire, non, mais tu sais, en général, je veux dire, mettons, ma famille, mon chien imaginaire, qui a tout le temps été là pour moi. Plutôt. Ouais, plutôt. Ouais. Fait que non, je dirais genre famille, friends, là, comme d'avoir une opportunité au départ avec Snip, c'était cool. T'as trouvé l'amour en Europe aussi? Ouais, c'est ça. Il veut pas. C'était pas dans les questions. C'était pas dans les questions. Non, un des trucs que j'ai oublié de dire, personnellement, c'est un truc que j'ai changé d'idée. Ah, ok, ouais. Ou un truc que j'ai réalisé, man, que genre, les trucs qui vont vraiment la peine prennent vraiment beaucoup de temps. Ah. Quand j'étais plus jeune, sagesse. ou même récemment, tu sais, je pense que j'étais genre impatient, puis je voulais rush shitting. Puis honnêtement, ouais, comme il y a quand même de quoi qui a changé sur, genre, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire des trucs qui sont meaningful puis worth it. Ouais. Qui valent la peine. Ouais. C'est hot, ça. J'aime ça. C'est de la sagesse. Ouais. La dernière question pour finir, j'allais presque oublier de la poser en fait. Es-tu un robot? Je suis pas un robot, Frank. T'es pas un robot? Ouais, exact. Parfait. Exact. Parfait, mais on va finir ça là-dessus. Merci d'être venu au Québec juste pour le podcast. Exact. Merci pour payer les billets. Puis oui, pas de problème. Je vais t'envoyer le bill. On utilise Pléo, en fait. Ouais. Merci, mon vieux. Cheers. Thanks.